Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. La France compte de nombreux châteaux et monuments qui font toute sa renommée. Connus partout dans le monde, certains abritent derrière leurs murs, outre des trésors d'architecture, de véritables perles de nature. C'est à la rencontre de ces lieux à l'ombre de bâtisses exceptionnelles que nous vous invitons. De Vaux-le-Vicomte au Jardin Massey, voici une balade au milieu des domaines les plus extraordinaires du patrimoine français. On a vraiment le jardin qui rentre dans le château. Il y a le château qui s'impose au milieu du jardin. En Anjou, vous découvrirez le château Colbert et ses incroyables jardins potagers. Donc on a l'hysope, on a la verveine citronnée, très parfumée. Ça sent bon d'ici. Les différents basiliques. Vous aurez le privilège de visiter dans la Somme la fabuleuse abbaye de Valloire et son parc mondialement reconnu. Ici, on est dans le jardin à la française avec les 3 couleurs fétiches des moines. Le jardin bleu qui représentait l'eau. Après, il y avait le jardin blanc pour la pureté des moines. Le jardin jaune qui pour eux était la lumière, le soleil. Dans le Lot-et-Garonne, une balade au milieu des nénuphars risque de grandement vous surprendre. Surtout quand vous saurez que certains des plus grands artistes de leur temps étaient des habitués des lieux. Et donc j'ai entendu dire que Monet aussi avait été parmi les clients de la Tour Marillac. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui lui a servi de modèle et de sujet pour toutes ces toiles qu'il a peintes jusqu'à la fin de sa vie. La fameuse série des Naffères. Voilà, exactement. Pour vous guider et vous transmettre les 1001 secrets de ce patrimoine coloré et bucolique, des passionnés aux connaissances encyclopédiques et toujours partants pour partager leur savoir. Et nous arrivons maintenant au paradis. Et vous voyez, tout le dessin de la volière est formé de cœurs enlacés, parce que l'idée du paradis, c'est l'union des âmes dans l'amour de Dieu. Ouvrez grand les yeux et profitez de cette mosaïque de couleurs au milieu des plus beaux monuments de France et des jardins qui les entourent. Notre voyage débute par une des destinations qu'il faut absolument visiter une fois dans sa vie lorsqu'on aime le patrimoine et les fleurs. C'est Provins, en Seine-et-Marne. Chaque année au printemps, cette magnifique cité médiévale y organise même une grande fête consacrée à la rose. À 82 ans, Annie est la mémoire vivante de Provins et de sa région. Alors c'est avec elle que nous partons découvrir, à une 50aine de kilomètres de là, une propriété privée qui mérite le détour. Le château de Vaux-le-Vicomte. Chef-d'œuvre du XVIIe siècle, pensé par un homme, Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV. Alexandre de Vaugué, l'un des propriétaires du château, va accueillir Annie pour une visite exclusive. Bonjour Alexandre. Bienvenue à vous. Aujourd'hui encore, il est émerveillé par le génie et l'ambition de son prédécesseur, Nicolas Fouquet. Donc en 1141, il arrive ici, il y a des champs, il y a des rivières qui coulent, il y a des collines, il y a un château fort qui se trouve dans cette direction-là. Et il a un grand dessin qui va s'appeler Vaux-le-Vicomte plusieurs années après. Grâce aux 3 meilleurs artistes de son temps, qu'il va réunir autour de lui, le nôtre, le paysager jardinier, le Vaux, l'architecte, et le brun, la décoration. Et le brun, la décoration, exactement. Ouais, oui. Et donc il rassemble ces 3 génies de l'art français et il va leur
donner ce que tout artiste rêverait qu'on leur donne. Une page blanche. Plein Il y a pouvoir. 500 hectares Oui, et c'est 500 hectares vierges. il faut faire une création 500 hectares, totale. exactement, de rien. À condition d'être innovant Oui. et audacieux. À l'époque, le château de Versailles n'existe pas encore. Et l'audace incroyable de ces 3 architectes va faire de ce palais somptueux un monument unique en son genre, en apportant une attention particulière au jardin. Vous voyez bien, vous voyez que votre œil traverse le château Oui. et vous voyez ce qu'on appelle le pré-incliné, donc une pelouse au bout de laquelle se dresse l'Hercule Farnèse, donc une gigantesque statue. Ah oui. Donc leur propos, c'est de réussir à trouver une harmonie parfaite entre le jardin et le château. Et en fait, grâce à cette transparence, on a vraiment le jardin qui rentre dans le château. Il y a le château qui s'impose au milieu du jardin. Son commanditaire, Nicolas Fouquet, veut montrer l'influence, la puissance, son ambition, son intelligence, le montrer au plus grand nombre. Pour les extérieurs, le célèbre paysagiste, le nôtre, va dessiner 33 hectares de somptueux jardins à la française. La famille d'Alexandre se démène chaque jour pour entretenir ce domaine et permettre aux touristes de découvrir le destin tragique de son propriétaire. En effet, la richesse personnelle et l'ambition de Nicolas Fouquet font de nombreux envieux. Colbert brigue son poste de ministre des Finances. Le roi Soleil, lui, s'agace de la puissance de son ministre. Tous deux organisent alors sa chute dès le mois de mai 1661. Mais c'est un épisode dans les jardins même de Vaux-le-Vicomte qui va définitivement sceller son sort. Donc Annie, il y a un événement évidemment majeur dont vous avez entendu parler à Vaux-le-Vicomte. Oui, le 17 août, Le fameux 17 août. l'arrivée du roi et de sa cour. Absolument. Donc le 17 août, le roi est invité par Par Fouquet. Fouquet. Et Fouquet, effectivement, organise une fête magnifique pour inaugurer son château. Fouquet est en haut des marches. Oui. Le roi arrive en carrosse. Alors vous pouvez imaginer les dizaines de carrosses harnachées. Et le roi monte les escaliers Oui. vers son ministre des Finances. Son ministre des Finances, évidemment, se décoiffe. Et on se demande des deux quel est le plus royal. Ah, oui. Ce soir-là, Fouquet souhaite en mettre plein la vue à ses invités de marque. Vaux-le-Vicomte devient alors le théâtre d'une fête somptueuse. 1200 jets d'eau et cascades, ballets champêtres, joutes sur l'eau et feux d'artifice majestueux. Même Molière est venu pour l'occasion jouer pour la première fois sa comédie-ballet, Les Fâcheux. Alors le roi, comme vous le savez, avait déjà décidé du sort de Fouquet, mais c'est vrai que les fastes, les splendeurs qu'il a vues ce soir-là ont dû très clairement corroborer sa décision. Et puis il y a cette fameuse phrase, vous savez, de Voltaire, et qui dit « À 8 h du soir, Fouquet était roi de France, à 2 h du matin, il n'était plus rien ». Fouquet est arrêté 3 semaines plus tard par D'Artagnan, puis emprisonné jusqu'à la fin de ses jours. Son château, quant à lui, est entièrement pillé. Comme Annie, n'hésitez pas à grimper en fin de journée les escaliers étroits du dôme pour admirer la splendeur de ces jardins et imaginer une dernière fois ce qu'a pu être la fête la plus retentissante du XVIIe siècle. On dit que le silence est le cri le plus fort. Alors, taisons-nous, admirons. Si nos châteaux renferment de magnifiques parcs et jardins, c'est aussi le cas pour de nombreuses abbayes, comme dans les Vosges, où vit Martine. Attachée de presse à la retraite, elle a ouvert une maison d'hôte dans une ancienne manufacture de fer blanc. Comme elle le fait pour tous ses visiteurs, elle va nous faire découvrir l'autre visage de sa région d'adoption. Pour cela, elle nous entraîne à une trentaine de kilomètres au nord d'Épinal, à l'abbaye d'Autray, un havre de paix qui se visite toute l'année. Autour du bâtiment en grès rose, monument historique, et de son église dédiée à Saint-Hubert, s'étend un parc de 4 hectares classé jardin remarquable, planté et entretenu avec amour depuis 30 ans par frère Siméon. Bonjour frère Siméon. Bonjour Martine, bienvenue à l'abbaye d'Autray.
Merci. J'aimerais voir votre superbe jardin dédié à Marie. D'accord. Bon, on va le visiter alors. Dans les années 80, à la place de l'ancien potager des moines, laissé à l'abandon, le frère jardinier a planté près de 3500 espèces botaniques rares. Là, on a choisi de mettre de l'if partout pour délimiter les carrés, D'accord. comme un jardin de curé, voilà. Voilà. C'est important ici de Voilà. faire des jardins de curé. Ah ben, ça va bien dans le lieu. Hein. L'abbaye, fondée en 1150 par des chanoines de retour des croisades, a été construite sur une immense nappe d'eau, caractéristique des Vosges. L'eau pure qui en jaillit a permis la croissance exceptionnelle des végétaux du jardin. Je vais te montrer la source qui date de la première abbaye, donc que les moines ont trouvée à cet endroit-là. Effectivement. Vous voyez, l'eau sort, là, vous voyez, toute claire. Et elle est toujours à 8 degrés, donc en hiver, elle ne gèle pas. Au fil des années, les visiteurs venus du monde entier offrent à frère Siméon des graines d'espèces exotiques qu'il intègre avec bonheur dans son jardin. Et là-bas, ce sont d'autres essences qui font la haie de séparation avec l'extérieur. La haie derrière la Vierge, donc, c'est une haie de Cercidiphylium japonicum. Bon, ça, c'est un grand mot pour vous peut-être. Donc on appelle ça l'arbre au caramel. C'est un arbre qui vient du Japon. Mais ça sent le sucré. Mais ça sent distinctement le caramel. Oui, c'est étonnant. C'est étonnant. Hein. Et ça en a la couleur. L'église abbatiale, en grès rose, est l'un des rares monuments de la région qui date de la Renaissance. Observez bien les contreforts. Vous y découvrirez de curieuses figures grotesques inspirées de l'art roman. C'est quoi celui qui a les grandes dents, là? Une espèce de chien, je pense. Un chien méchant? C'est souvent des bêtes un peu le méchantes. Chien des Baskerville. Ben, c'est un peu les bêtes de l'Apocalypse. Si vous êtes attentif, vous trouverez cachés le long du clocher d'autres trésors sculptés, tout juste rénovés. À l'intérieur de l'église abbatiale, un petit bijou baroque, lieu de pèlerinage bien connu des Vosgiens, une statue en bois de Saint-Hubert cachée par les habitants du village pendant la Révolution française. C'est une statue un peu miraculeuse quand même, hein, Ah oui. parce qu'elle aurait pu être brûlée par les révolutionnaires, vous voyez, complètement. détruite. Elle a été rendue après la Révolution française, donc elle est classée au monument historique, cette statue. Hein. Classé protégé. Voilà. Et au XVIIIe siècle, c'est encore l'âge d'or de l'industrie vosgienne qui a sauvé l'abbaye de la destruction. Dites-moi, frère Siméon, ça n'a pas toujours été une abbaye ici, paraît-il? Non, donc après la Révolution, ça a été vendu et donc c'est devenu une usine, une tréfellerie pour fabriquer des fils de fer et des faux aussi. Voilà. Donc c'est ce qui a sauvé aussi l'église. Hein. Merci pour cette visite, frère Siméon. Au revoir, À très Martine. bientôt, j'espère, pour la Oui, Saint-Hubert. On vous attend. À bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Nos jardins, nos parcs sont de véritables trésors. On y trouve des fleurs, des plantes médicinales, mais aussi, bien évidemment, des légumes et des fruits. C'est ce que nous allons découvrir en Anjou. C'est Cindy, originaire de Cholet, qui va nous guider dans cette visite. Étudiante passionnée d'histoire, elle abandonne régulièrement ses livres pour aller sur le terrain à la recherche de nouvelles découvertes. Cindy a choisi de nous entraîner à Maulévrier, au château Colbert. Faussement attribué à Mansart, la construction du château dans sa forme actuelle remonte au XVIIe siècle. La fille d'un riche commerçant de la région en devient propriétaire et épouse en 1668 Édouard Colbert, qui donna son nom au château. Depuis 1977, un restaurant a vu le jour dans l'enceinte du domaine où le renommé pigeonneau de Maulévrier est roi. Et pour l'accompagner, on y sert des légumes anciens directement cultivés dans les jardins du château. Michael, bonjour. Bonjour Cindy. Michael est en charge du potager du château. Il fait les semis, innove, taille. Il crée et entretient plus d'une centaine de variétés de légumes. Le tout pour satisfaire les élans créatifs du chef cuisinier. Alors Michael, qu'est-ce que tu cultives dans ton potager?
Donc le potager est constitué de différentes parties. On a les légumes anciens, donc le topinambour, la glycine tubéreuse, le cerfeuil tubéreux, des anciens choux. Alors je connais pas grand-chose dans ce que tu me cites en légumes. Alors sur cette partie, tu dois mieux connaître les aromatiques, le thym, la ciboulette, la mélisse, la pimprenelle. D'accord. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, on est dans la parcelle des liliacées, l'ail, l'oignon, les échalotes. Donc ces deux plantes ont une histoire quand même assez ancrée dans la région, notamment l'échalote grise, dont je vais aller t'arracher quelques pieds. Donc l'avantage d'avoir son propre potager au pied du restaurant, c'est de pouvoir cueillir vraiment de la fraîcheur. Oui, bien sûr. Donc ça pour l'échalote et l'ail. Donc on est sur des légumes primeurs, ça veut dire un petit peu petits, ils vont continuer à profiter, mais l'importance pour le chef, c'est vraiment cette saveur. Et ça, c'est de l'ail alors? Voilà, tu vois bien la différence, tu vois. Ouais. Mais dans ton panier. Je peux sentir? Tu peux. Hein. Tu vas retrouver une saveur très... Ouais, ça sent bien l'ail. Voilà, et on va compléter avec du persil à racines, du cerfeuil tubéreux et du panais, des légumes plutôt anciens. Et surtout des légumes que l'on connaît peu. Mais Michael, toujours à l'affût de senteurs étonnantes, un petit rosier toujours très agréable pour le parfum, vous fera découvrir de nombreuses plantes ou aromatiques au nom évocateur de délices à venir. Là, on revient dans les aromatiques, donc on a l'hysope, on a la verveine citronnée, très parfumée hein, également. Ça sent bon d'ici. Les différents basilics. Et là, on arrive sur l'aire de conservation. Donc c'est des légumes, avant que les grands froids arrivent, ils sont récoltés au jardin, sortis de terre qu'on vient de faire pour l'ail et l'échalote, où là, ils sont stockés dans ces pots tout l'hiver. D'accord. Et la paille, c'est pourquoi? Et la paille permet vraiment de protéger contre les grands froids, qui est très naturel et qui était utilisé autrefois. Et c'est une technique qui marche très bien. Nos grands-parents le faisaient systématiquement pour conserver leurs légumes tout l'hiver. Et je suis plutôt heureux et fier d'utiliser ces techniques qui étaient utilisées il y a déjà bien des siècles. Une méthode astucieuse, en effet. Il est temps pour Cindy et Michael de ramasser le cerfeuil tubéreux et le persil à racines. Et pour cela, il faut un peu de pratique pour ne pas tout confondre. On dirait des carottes jaunes. On dirait un petit peu, hein. Par contre, si tu le coupes, tu vas avoir un parfum de persil également. Tu vois. Donc là, on n'est plus du tout dans la couleur carotte et un goût vraiment de persil. On sent pas du tout la carotte. Comme ça. Et le panais. Donc le panais, c'est un légume qui est également très ancien, hein, qui a été remplacé un petit peu par la pomme de terre et qui a été remis au goût du jour par tous les chefs. Et tant mieux pour le jardinier parce que ça nous permet d'avoir une diversité complète dans le jardin. D'accord. Voilà, ton panier est prêt. Et tous ces beaux légumes finiront donc dans les cuisines du Château Colbert, où cuisiniers et jardiniers, main dans la main, font revivre un patrimoine quasi disparu il y a à peine 20 ans. Car si nos châteaux ou abbayes ont fait l'objet un peu partout en France de travaux de rénovation, les jardins ont souvent été délaissés. En Bourgogne du Sud, près de Blanneau, c'est aussi pour nous parler d'une renaissance que nous retrouvons Alex Groseillier. Allez, Fifi! Il est né et travaille ici depuis qu'il a repris l'exploitation agricole de ses parents. Très attaché à son terroir, il nous emmène dans un endroit où petit, il venait régulièrement. Le splendide château de Cormatin. Où Marc Simonet, le propriétaire, l'accueille. Ravi de vous accueillir à Cormatin. C'est un plaisir de retrouver ce château que j'avais vu quand j'étais petit. Rien n'a changé, il est toujours ici. Vous avez gardé de bons souvenirs alors du lieu. Outre ce somptueux édifice du XVIIe siècle, Alex souhaite nous montrer un autre élément du domaine qui se situe à l'arrière du château. 12 hectares de jardin paysager entièrement restaurés par Marc. Un travail colossal, car les jardins de ce château avaient totalement disparu depuis 1815, quand les propriétaires de l'époque décidèrent d'utiliser la terre pour combler les douves du château. Le jardin que l'on a ici, c'est beaucoup plus un jardin Renaissance. C'est comme un damier. Le château occupe la case centrale et tout autour, on a des carrés dans lesquels on met les éléments constitutifs du jardin avec le parterre, le labyrinthe, le miroir d'eau,
On tourne autour du château et chaque élément amène à un autre. Là, je vois qu'il y a un pommier. Est-ce que ça a une symbolique particulière? Ah oui, tous les jardins d'ornement doivent avoir une signification. Le jardin, c'était déjà une image du paradis. Et donc, on a repris ce thème qui est habituel dans les jardins classiques. Le parterre symbolise le paradis terrestre. Avec au centre, bien sûr, le fameux pommier. C'est l'arbre de la connaissance à laquelle on a voulu goûter et qui nous a entraînés vers les difficultés de la vie. Les jardins du château de Cormatin sont le fruit de 20 ans de travail, aussi passionné qu'acharné. La réalisation dont Marc est le plus fier, c'est celle dans laquelle Alex s'apprête à pénétrer. Elle a nécessité près de 3000 plants de buis. Alors maintenant, je vous propose une petite épreuve, celle du labyrinthe. Donc vous allez chercher votre chemin. On est sûr de pouvoir en sortir. Ah, je vous vois un peu inquiet. Ça, c'est une question très personnelle. Chacun est livré ici à lui-même. Alors là, je vais vous laisser partir seul dans une allée. Et puis, vous la choisissez et vous acceptez donc de vous tromper ou de vous sauver. Par là, ça paraît être utilisé comme chemin, en tout cas. Vous êtes toujours là, oui? Oh, je vous suis. Je ne vous donne aucune contrainte, Ouais. mais non plus aucune indication. J'ai un peu l'impression de tourner en rond, là, quand même. Ben oui, c'est bien ça. J'ai tourné en rond. Voilà. Là, on est dans un cul-de-sac total. Hein. Vous avez pris le très mauvais chemin. Ah. Oui. J'ai voulu me rapprocher au plus court, Et mais voilà. c'est pas la bonne. C'est bien ça. C'est bien ça. La facilité n'est pas toujours la solution. Voilà. C'est le moment pour Marc de montrer à Alex le bon chemin et de lui faire découvrir son coin préféré dans ce magnifique jardin. Et nous arrivons maintenant au paradis. Vous voyez, c'est une volière avec une coupole de fer forgé. Et vous voyez, tout le dessin de la volière est formé de cœurs enlacés, parce que l'idée du paradis, c'est l'union des âmes dans l'amour de Dieu. Tout ça, c'est une symbolique habituelle qu'on s'est attaché à retrouver. Nous quittons la Bourgogne sur cette note poétique. L'amour des mots et la farouche intuition qu'il ne faut jamais renoncer à ses rêves, même les plus fous, c'est un trait commun entre tous les amateurs de jardin. Dans le Périgord noir, à 50 km au sud de Périgueux, trône le village de la Roque-Gajac. Classée parmi les plus beaux villages de France, la Roque-Gajac bénéficie d'un mystérieux microclimat. Marilyn Denis est une Larocquoise d'adoption. Cette Toulousaine est tombée amoureuse il y a 13 ans d'un enfant du pays et n'est jamais repartie. C'est en sa compagnie que nous allons parcourir ce joyau de notre patrimoine, habité par l'homme depuis 33 000 ans. Les ruelles étroites du village foisonnent de plantes tropicales. Un jardin exotique unique en Périgord, sur lequel veille jalousement Michel Corbran. Coucou Michel. Tu vas bien? Oui. Écoute, tu ne pouvais pas me faire plus plaisir de me donner rendez-vous ici, parce que c'est le lieu où je me suis mariée il y a 11 ans. Il faisait un soleil de plomb comme ça. Et on a fait les photos, si tu veux, ici, de ce magnifique jardin exotique. Par contre, je ne connais pas toutes les variétés, alors je compte sur toi pour me les montrer. Je vais t'aider. Bah, super. Je te dirai pas tout, mais je vais t'aider. Déjà. Bon, je te suis alors. Allons-y. 150 variétés de plantes exotiques poussent ici, ce qui vaut à la Roque-Gajac le surnom de Petit Nice du Périgord. Une étonnante aventure débutée dans les années 60 par un habitant du village. Le créateur du jardin, c'est Gérard Dorin, qui est à sa maison ici. Donc Gérard Dorin, c'est un botaniste de renom, qui voyageait énormément et qui a fait l'observation, évidemment, il est bien placé, et que côté nord, la falaise le protégeait. Côté sud, il y a l'humidité de la Dordogne. Tout ça fait qu'il a observé que le climat devait être propice à ce genre de plantes. Qu'il a ramené de ses voyages
dans le monde entier. Et il a commencé à planter un petit peu autour de chez lui, chez son voisin, dans les terrasses. Et puis petit à petit, ça s'est étendu. Et puis maintenant, on a bordé partout jusqu'à l'église, la mairie. Et puis on a créé cette allée des bananiers. C'est pas normalement des plantes qui poussent dans le Périgord. Ici, on a l'oranger amer. Il y en a d'autres encore dans l'allée. Ici, les palmiers. Et puis aussi, on a le grenadier. Regardez ma grenadier comme il est beau. Magnifique, hein, ouais. J'aimerais bien avoir un grenadier à la maison. Un jardin exotique dans un cadre tellement inattendu. D'un pari fou, le jardin à ciel ouvert de la Roque-Gajac était né. Partons maintenant plus à l'ouest, où est bâti un monument incontournable de notre patrimoine. Situé près des falaises et des plages de la baie de la Somme. À une trentaine de kilomètres à l'intérieur des terres, un peu à l'écart des principaux axes touristiques qui mènent à la côte, voici l'abbaye de Valloires, un lieu où le temps semble s'être figé. Cet édifice du XIIe siècle s'est approprié époque et architecte pour constituer un des rares exemples français de style rococo. Depuis une vingtaine d'années, l'ensemble est ceinturé par de merveilleux jardins. Pour découvrir cette abbaye, nous nous remettons entre les mains de Martine, une picarde d'adoption tombée amoureuse de la région. Ici, elle est surtout connue pour organiser des parcours originaux, tout en 2 chevaux. Riche de 8 siècles d'histoire, l'abbaye de Valloires doit aussi sa réputation à son gigantesque parc qui rassemble plus de 5000 espèces végétales. Un jardin ouvert toute l'année dans un cadre enchanteur. Cette enceinte fait d'ailleurs la fierté d'Hubert Buquet, le chef jardinier des lieux. Bonjour Hubert. Bonjour Martine. Je viens découvrir les jardins de Valloires. Montre-moi. Rayon de soleil. Montre-moi, allons-y. Alors Martine, ici on est dans le jardin à la française avec les 3 couleurs fétiches des moines. Le jardin bleu qui était un détour de l'Authie, qui était la rivière qui traversait ici, qui représentait l'eau. Après il y avait la grande pelouse, le jardin blanc pour la pureté des moines, la couleur de leur aube qui était blanche. Donc avec des fleurs blanches. Voilà, avec des fleurs blanches. Et juste au-dessus, vous avez le jardin jaune qui pour eux était la lumière, le soleil. Voilà. Et maintenant, je vais t'inviter à aller voir la roseraie qui se trouve là-bas au bout et qui est quand même le symbole de notre jardin et le joyau de notre jardin. Les massifs ont été faits un petit peu 5 sur 5 en carré comme ça, toujours pour rappeler que le temps des moines, ils cultivaient leur potager comme ça et que leur potager était à ce niveau-là. On a au moins 70, 72 variétés de rosiers différentes ici dedans. Donc la rose, c'est ton bébé aussi? C'est un bébé et d'autant plus que on a quand même créé plusieurs roses ici à Jardin de Valloires, dont on a créé la rose Jardin de Valloires. Oui. Et la marraine est Catherine Deneuve. Donc cette rose, elle a été créée en 92 et après, en 2005, on a créé la rose de Picardie. Une tige fine et élégante, des pétales rubicons, légèrement plus clairs en son cœur, la rose de Picardie symbolise parfaitement la délicatesse et la fraîcheur de ce jardin de l'abbaye de Valloires. Mais il existe en France des lieux où imagination et inspiration ne trouvent pas de limite, comme en Haute-Savoie. Idéalement nichée entre massifs alpins, forêts et lacs, Annecy est l'une des plus belles et des plus touristiques villes de la région. Chef-lieu du département, elle exerce depuis ses origines au XIIe siècle un grand rayonnement politique, économique et culturel. Gilles est photographe de métier
Ce Haut-Savoyard pur souche, qui ne compte plus les clichés réalisés le long des canaux de celle que l'on appelle affectueusement la Venise des Alpes, a choisi de nous emmener à seulement 10 km du centre-ville pour une bulle d'évasion et de poésie, une escapade hors du temps au jardin de Rumilly. L'idée de ce jardin unique a germé il y a 35 ans dans l'esprit d'un couple de passionnés. Myriam, leur fille aînée, accueille Gilles. Bonjour Gilles. Tu vas bien? Parfait. Bien. Regarde la maison, je voulais te montrer quand même que c'est une ferme qui a 200 ans et elle a une croix au-dessus et c'est une croix qui a été sculptée dans du calcaire et cette croix de Savoie, on la retrouve au sol. On a fait cette cour quand on avait une petite 13 ans à peu près avec mes sœurs. Normalement, elle est sur fond rouge et la croix est blanche. Et là, on a incrusté nos petits cailloux bien sagement, puis ensuite des bouts de briques. Et puis quand on s'est rendu compte de notre erreur, c'était trop tard. Le ciment avait pris et on ne pouvait plus rien refaire. Partie de rien, toute la famille s'efforce encore aujourd'hui de faire de ce lieu une véritable invitation au voyage. 7000 mètres carrés de cour intérieure, extérieure, de patio, de galeries et de salons, sans oublier une mosaïque de jardins aux inspirations exotiques. Pourquoi tu l'appelles andalou, ce jardin? Tous les jardins ont un nom et on a eu envie, celui-ci, de l'appeler jardin andalou parce que déjà, il y a de l'eau qui caractérise ce jardin et qui sort d'une jarre et qui va couler un peu en cascade, en fontaines successives. Et c'est des réminiscences, tout simplement, des jardins mauresques. Donc chaque fois, c'est des heures et des heures de travail, là. Il y a beaucoup de travail. Les formes, les matériaux, les couleurs et les techniques se mélangent. Entre ferronnerie, moulage et sculpture, un concentré d'extravagance. Et ce sont les quelques 130 variétés de fleurs et de plantes aromatiques qui lient l'ensemble dans une joyeuse cacophonie de senteurs. Et viens, je te montre le jardin de curé. Alors, le jardin... Magnifique. Bah oui, écoute, il est très fleuri. Pourquoi on l'appelle le jardin de curé, tu sais? Pourquoi? Ou le jardin des simples. Il est clos de murs. Tu vois, toutes ces arcades là en mortier de chaux, ça rappelle les cloîtres romans, en fait. Mais tu sais, c'est maman qui s'occupe du jardin. Bonjour Nicole. Bonjour Gilles. Tu vas bien? Tu t'occupes de tes fleurs? Oui, tu vois. Est-ce que tu connais les fleurs? Je ne connais pas celle-ci, non. Eh bien, c'est les fleurs, c'est les fleurs qu'il y avait dans les jardins de grand-mère. Elles sont un peu démodées maintenant. Personne ne les connaît vraiment. Mais moi, je les aime beaucoup parce qu'elles sentent très bon, surtout le soir. Alors, et ça, c'est un autre type de fleur. J'ai déjà vu, mais je ne me souviens plus le nom. Alors ça, c'est des cosmos. Et c'est vraiment les premières fleurs que j'ai semées en arrivant ici. Je ne connaissais rien du tout de jardinage. Et les cosmos sont tout de suite, elles m'ont tout de suite comblée parce que c'était vraiment à la fois des fleurs qui avaient tout de suite une allure, qui étaient faciles de culture. On y retrouve de la menthe chocolat, du fenouil, de la verveine et des plantes aussi belles que goûteuses, comme la bourrache. On en fait des salades, on mélange ça avec de la roquette, de la laitue, toutes sortes de choses. Et ça fait des jolies petites salades, les hibiscums, voilà. Enthousiasmé, Gilles se perd même quelques secondes dans les vapeurs de la Tanésie. Oui, c'est une petite odeur de génépi un peu, là. Et c'est pas avec ça qu'on fait une liqueur aussi Oui, en effet, il y a des visiteurs qui m'ont dit qu'ils faisaient l'arquebuse. D'accord. Avec de l'alcool, un sirop de sucre, et on laissait macérer les plantes. Et ça faisait une bonne liqueur digestive. D'accord. Cette évasion des sens est ouverte à tous entre avril et octobre, avec en prime un thé à la menthe fait maison en fin de parcours. Comme le jardin de Rumilly, ces œuvres florales sont l'œuvre de grands passionnés. Amoureux des plantes et des fleurs, certains en sont devenus des experts incontestés. C'est à la rencontre du plus grand spécialiste français du nénuphar que nous partons désormais. Pour cela, direction le Lot-et-Garonne, où Gauthier, reporter dans le tourisme, nous attend. Au menu, l'incroyable jardin de nénuphar de la Tour Marliac. Naviguer entre ces mares de fleurs exotiques, c'est se plonger à la fin du 19e siècle dans l'univers très particulier de Joseph Bory La Tour Marliac, un Lot-et-Garonnais féru de plantes aquatiques. Charlotte, qui travaille ici depuis de nombreuses années, nous confirme que de très grands artistes sont venus ici spécialement pour les nénuphars. Et donc j'ai entendu dire que Monet aussi avait été parmi les clients de la Tour Marliac.
Oui, tout à fait. Il a commandé ces nénuphars et autres plantes aquatiques ici à la Tour Marliac. Et ensuite, il les a installés chez lui à Giverny. Et c'est ce qui lui a servi de modèle et de sujet pour toutes ces toiles qu'il a peintes jusqu'à la fin de sa vie. La fameuse série des nénuphars. Voilà, exactement. Ici, c'est la première pépinière de nénuphars rustiques au monde. Donc la Tour Marliac, il a en fait trouvé le moyen d'hybrider et de croiser des variétés sauvages et rustiques avec des variétés colorées pour pouvoir créer les premiers nénuphars rustiques colorés au monde. C'était en 1875. Joseph Bory-Latour Marliac a alors l'idée folle de créer et d'implanter ici, à Temples-sur-Lot, en plein Lot-et-Garonne, plus de 300 variétés de nénuphars tropicaux suffisamment résistants pour ne pas avoir besoin d'hivernage. Il a démocratisé en fait le jardinage aquatique de manière à ce que les gens puissent y avoir accès de manière très simple, sans aucune problématique ou contrainte au niveau de la culture, puisque les couleurs, on les trouvait que chez les tropicaux finalement. D'accord. Parmi les dizaines de milliers de variétés qui existent à travers le monde, les nénuphars de la Tour Marliac sont devenus célèbres. Même si aujourd'hui les plus expérimentés restent les Thaïlandais et que Charlotte va parfois puiser dans leur création. Alors la Tour Marliac aujourd'hui c'est un jardin qui se visite, mais est-ce que vous continuez à créer des variétés? Alors on ne crée plus de variétés parce qu'il n'y a pas vraiment de besoin. Notre gros travail, ça a été de maintenir les collections, la collection de la Tour Marliac et le patrimoine botanique existant. Mais il y a des gens qui se chargent de faire ça très bien. Et on a un exemple ici là d'une variété. C'est une des dernières nouveautés, c'est créé par les Thaïlandais. Et c'est le résultat qu'aurait voulu obtenir la Tour Marliac quand il a commencé ses hybridations. C'est d'avoir dans des plantes rustiques ces teintes de bleu. D'accord. C'est ce que tout le monde cherche en fait. C'est vraiment cette teinte-là que les gens veulent. Une teinte bleue très appréciée qui fait toute la réputation de ces nénuphars, mais aussi leur indéniable beauté. Bleu donc, mais aussi rouge, jaune, rose. Les fleurs de nos jardins offrent un panel de coloris inlassablement recherché. Et c'est aussi en pleine nature que ce damier de couleurs peut se révéler. Dans les Bouches-du-Rhône, à 1 heure de Marseille, nous retrouvons Delphine, originaire de Lille. Elle s'est installée en Provence il y a 20 ans. Sculptrice et amateur d'art, elle aime cette région qui a inspiré les plus grands noms de la peinture et de la littérature. Stendhal, Mistral et bien sûr, Cézanne. Dans l'œuvre du maître, natif d'Aix-en-Provence, un lieu revient à 87 reprises. La monumentale montagne Sainte-Victoire. Ses formes, son éclat et ses trésors fascinent toujours. Pour Delphine, la richesse de la montagne aixoise réside dans sa végétation. Avec Stéphane Cataneo et Antoine Verdier, deux jeunes naturalistes, elle part à l'assaut de cet emblème géologique. En face de nous, tu vois, juste sur ta droite, c'est le sommet de la montagne qui se trouve à 1011 mètres. Et il continue de grandir parce qu'il est poussé en même temps par les Alpes et les Pyrénées. À ton avis, elle grandit de combien par an? Allez, 1 centimètre. 1 centimètre, ah, ça fait un petit peu beaucoup. Alors non, il grandit en fait de 7 mm par an. Ce massif calcaire de 18 km de long et 5 km de large offre par son exposition, son climat et la richesse de son sol une flore exceptionnelle. 900 plantes à fleurs y ont été recensées. Parmi elles se cachent toutes les épices mythiques de la Provence. Regarde, déjà, il y en a une qui m'intéresse immédiatement là. Alors on va en cueillir un tout petit peu, les jeunes pousses évidemment. Elle s'appelle la clématite petite flamme ou flammula. On l'appelle aussi le piment des garrigues. Donc je te conseille juste... C'est une plante qui ne se digère pas très bien, qui se mange à toute petite dose. C'est juste pour le côté piquant qui est intéressant. Tu te le mets sur la mordre doucement. Et plus tu vas la mordre, plus la saveur piquante. Voilà, tu vas la mâchouiller un peu et après tu n'hésites pas à la cracher un peu. Il faut juste que tu fasses ressortir un petit peu ce côté piquant, comme ça tu vas voir. Alors, au début on sent rien. Non. Et puis à un moment donné tu vas voir, ça va venir très fort. Ouais, je vois. Et là tu peux cracher, Voilà. Je peux cracher, Voilà, ok. Surtout si t'aimes pas trop le piment et tout. Voilà. Moi j'aime bien faire goûter en ça. effet, ok, piment. Voilà, on a cet aspect un peu. Alors là, on a aussi... Ah, je crois qu'Antoine a trouvé quelque chose. Donc là, on a une plante très intéressante qui s'appelle le sumac des corroyeurs. Alors la plante, elle est
toxique absolument sur toutes les parties, sauf la graine. Et c'est la graine qui va intéresser justement le cuisinier. Voilà, donc tu peux déjà en goûter une petite ça va graine. Alors il y impressionner. a un noyau dur à l'intérieur, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le goût qu'il y a autour. On en fait une épice qui est très très utilisée sur le pourtour méditerranéen, qui porte le même nom, ça s'appelle le sumac. Il est très utilisé au Liban, en Arménie, en Turquie. Mais nous, on l'a jamais trop utilisé. C'est une épice oubliée, alors qu'elle est là, elle est partout. Des plantes oubliées qu'Antoine, ancien chef cuisinier, remet au goût du jour en improvisant un aioli en pleine nature. Jaune d'œuf, huile d'olive, ail et une plante médicinale appelée hélicryse. C'est un curry végétal. Et ben regarde, moi je l'ai bien effrité. Puis voilà, on arrive à un résultat sympa en bien le mélangeant. Hop. Et ça, maintenant, tu prends une petite crudité, une bonne petite sauce émulsionnée, bien aillée. Écoute, hein, c'est une grande surprise pour moi, une grande découverte, parce que je ne pensais pas qu'en allant dans la salle de Victoire comme ça, on ferait un truc aussi Et on bon. est loin vraiment du thym et du romarin. Pour qui sait regarder, des surprises comme celle-ci, la montagne Sainte-Victoire en regorge. Mais passé ce massif, en descendant vers le sud, d'autres parfums se dégagent. Le Var est une terre de contrastes où se succèdent des décors de cartes postales. Le golfe de Saint-Tropez offre aux curieux qui savent sortir des sentiers battus des reliefs boisés et sauvages qui se marient parfaitement aux criques turquoises de la côte. Un territoire qu'André, enfant du pays, connaît comme sa poche. C'est donc tout naturellement que ce restaurateur, amoureux de son terroir, est notre guide. Le golfe de Saint-Tropez, ce sont mes racines. Hein. Même si j'ai pas mal navigué, pas mal dans ma vie, je me rends compte qu'il n'y a rien qui est plus beau qu'ici. Il y a la colline, la mer, il y a le village, il y a tout qui fait pour avoir une bonne vie, quoi, si je peux dire. À seulement 20 km de Saint-Tropez, André nous entraîne au pied du massif des Morts, au domaine du Rayol, une propriété exceptionnelle dont les premières pierres furent posées à la demande d'un riche banquier parisien, Alfred Théodore Courme, en 1910. Classé jardin remarquable, en grande partie grâce au travail mené par le second propriétaire, l'industriel Henri Potez, qui l'acheta en 1940. Ces jardins offrent aux visiteurs, avec ces milliers d'espèces venues du monde entier, un voyage étonnant à travers les paysages du globe. André retrouve Alain, le jardinier en chef. Les fameux eucalyptus. Regarde, t'as même un filao là. C'est beau ça. Hein. Ah, il y en avait en Afrique de ça. Alain connaît tout des petites et des grandes histoires de ces plantes, à commencer par les cactés arides du Mexique, des espèces qui ne manquent pas de piquer la curiosité d'André. Et alors, dis-moi un peu ce qu'on appelle le fameux coussin de belle-mère. Ah, le fameux coussin de belle-mère. C'est un échinocactus, hein, c'est un vrai cactus. Échinocactus. Échinocactus grusonii. L'intérêt du coussin de belle-mère, c'est que quand il fait sec, il sec un peu comme un accordéon, tu vois, il va se restreindre. Puis là, en ce moment, il va prendre l'eau. Il pompe l'eau, il la réserve. Là, il pompe l'eau et il va gonfler la réserve. Donc tu peux avoir des changements de volume de plus de 50%. Hein. Et est-ce que tu sais pourquoi on l'appelle coussin de belle-mère? D'après toi, tu vois, ça ressemble un petit peu à un coussin. Voilà, mamie, tu pourrais t'asseoir là. Ces coussins de belle-mère cohabitent sans aucune difficulté avec le maquis provençal, les bambous de Chine ou encore les fougères arborescentes de Nouvelle-Zélande. Une incroyable mixité rendue possible grâce aux températures de transition idéales qu'offre le climat varois. Et celui-là, comment il s'appelle déjà? Ça, c'est le brachychiton, ça. Brachychiton. Et là, on arrive dans le Kongan, tu vois. Vous y trouverez notamment une étonnante plante pyrophyte dont le feu stimule la production de fleurs. Voilà, je voulais te montrer le fameux Black Boy. Le fameux Black Boy qui a fleuri cette année. Alors tu le vois, c'est un arbre, on voit qu'il y a eu le passage du feu, tu vois, il y a des marques noires dessus, parce que cet arbre est né en Australie. Et en même temps, c'est une plante qui a besoin du feu. C'est-à-dire que quand tu as le passage du feu, le choc thermique provoque la floraison. Et ça sort très très vite. En 2 semaines, tu as cette hampe florale qui sort.
Quand il était en fleurs, c'était vraiment tout un chapelet d'insectes qui bourdonnaient, c'était magnifique. Et donc on raconte les Anglais donc, qui brûlaient ces champs de Black Boy parce que ça dégageait la végétation toujours pour se protéger par rapport aux attaques des aborigènes. Et quand ils se levaient le matin, ils voyaient cette forêt d'arbres un peu bizarres, si tu veux, tout noir, qui avait fait des inflorescences. Donc ils avaient l'impression d'avoir une armée d'aborigènes, qu'ils appelaient des Black Boys. C'était un terme qui était un petit peu raciste, on doit le dire. Et donc voilà, c'est la plante a pris ce nom que leur donnaient les Anglais. Alors, et ça, puis là, un sujet qu'à quel âge un Black Boy, ça pousse à peu près d'1 centimètre par an. Ouais, alors, donc lui, il fait 1m10, donc oui, largement, largement même. Je pense même qu'il est plus vieux que la somme de nos 2 âges, tu vois. Un domaine qui s'étend sur 11 espaces différents. Un véritable paradis pour la flore, organisé et magnifié par l'homme depuis plus de 100 ans. Un âge vénérable, soit, mais qui n'est rien en comparaison de certains domaines qui fêteront bientôt leur bicentenaire. C'est le cas dans les Hautes-Pyrénées, où nous retrouvons Léna. Elle est née et a grandi à Lourdes. En 2016, elle a même été sacrée Miss Hautes-Pyrénées. Un honneur pour cette jeune femme qui veut renouer avec le jardin Masset à Tarbes. Très apprécié des citadins, il est depuis sa création au XIXe siècle le poumon vert de la ville. Un petit joyau qui n'a pas de secret pour Nicole, conservatrice des musées de Tarbes. Bonjour. Bonjour Léna. Enchantée. Ravie de vous accueillir dans ce parc. Merci beaucoup. C'est la première fois que tu viens dans ce parc? Ah non, alors je connais un petit peu ici, je viens depuis toute petite. Voilà, j'aimerais maintenant découvrir, en savoir un petit peu plus sur l'histoire. Alors, ce lieu, avant, il faut imaginer, au début du 19e, on est complètement en dehors de Tarbes et c'est une zone très marécageuse, complètement insalubre. Et il y a ce personnage, Placide Masset, qui est un très grand botaniste. Et cet homme qui a voyagé partout, qui a construit des parcs un peu partout, rêve lui aussi d'avoir son palais et son parc. Et en 1829, il va acheter 11 hectares de terrain qu'il commence par irriguer et il va commencer par planter ce magnifique cèdre. Composée d'un grand nombre de végétaux d'origine exotique et européenne, la flore du jardin est remarquable par sa diversité. C'est au cœur même de cet arboretum que son créateur, Placide Masset, a érigé sa demeure. Ce palais, il va confier la construction à l'architecte Jean-Jacques Latour, qui est aussi un architecte de Tarbes. Et Jean-Jacques Latour va lui proposer un palais oriental. C'est une copie d'un palais du Caire et malheureusement, Placide Masset va décéder. Avant de voir la fin de son rêve, en 1853, il décède et il lègue à la ville de Tarbes l'ensemble de ses propriétés pour que la ville poursuive son rêve. Et ce parc, donc, maintenant, c'est un lieu de repos, un lieu de ressourcement, un lieu, un petit peu un Éden. Ce que voulait Placide Masset, il voulait un paradis. Et je pense que c'est ce qu'est ce parc aujourd'hui. Un rêve de verdure qui, depuis près de 190 ans, fait le bonheur des citadins venus goûter un peu de nature. Pour la dernière étape de ce voyage, au travers de nos parcs et jardins, rejoignons la Corse du Sud et sa nature sauvage. Ici, pousse une fleur à l'appellation pleine de promesses, l'immortelle. Sophie, archéologue chevronnée, retrouve Michel, productrice d'huiles essentielles à Sénétosa. Coucou Michel. Ah, coucou Sophie. C'est l'heure de la cueillette? Ah oui. À la haute saison, Michel arpente ses champs d'immortelles et cueille sans relâche ces fleurs typiques de la région. Tu me donnes un petit coup de main? Bah, bien volontiers. D'une main, tu prends le végétal, comme ça, et hop. Voilà.
ce sont les immortelles que tu as plantés. Oui. Mais tu récoltes aussi des immortelles sauvages? Oui, je récolte aussi un immortel sauvage et je fais plusieurs lots, c'est-à-dire que je vais sur des parcelles sauvages et je fais des lots différents pour chacune, parce que chacune a une spécificité. Il faut savoir que dans la nature, en sauvage, l'immortelle elle va peupler des endroits où il y a eu des traumatismes, tu vois, des choses un peu difficiles, des crues, des feux aussi. Donc elle va coloniser ces endroits pour un peu réparer la terre et c'est ce qu'elle fait sur nous. Alors il y en a qui vont agir plus sur l'hématome, comme celle-ci, hein, comme la cultivée, qui va agir sur les cicatrices et vraiment les bobos, quoi. Une autre aussi pour les douleurs, tout ce qui est chronique, etc. Pour la cosmétique, par exemple, une immortelle du bord de mer, c'est mieux, voilà. Pour rajeunir, pour faire cet effet masque-éclat, tu vois. Carrément, c'est l'élixir de jouvence. Tu es une magicienne avec les huiles essentielles, tu peux... Mais l'huile de Corse est magique. Et cette magie est à voir, à sentir et même à ressentir. C'est magnifique les champs quand on arrive. Hein. Il y a vraiment quelque chose de particulier au niveau du terroir, une qualité de lumière, un sol qui est particulier, très siliceux, hein, très granitique, qui fait qu'elle donne le meilleur d'elle-même ici, quoi. Mais l'immortelle, on la trouve ailleurs qu'en Corse aussi. On la trouve ailleurs, mais c'est qu'en Corse qu'elle développe des molécules particulières qui vont agir sur les traumatismes. Moi, j'aime bien panacher après, tu sais, mettre plusieurs plantes dans la même cuve. Alors, je te propose d'aller un petit peu plus bas. Voilà, suis-moi. On va accueillir un peu là-bas en bas. Une fois cueillies, les fleurs sont immédiatement traitées et distillées. Pas une minute à perdre. Voilà. Alors, regarde, on va faire comme ça. Voilà, Il faut conserver les principes actifs. Chauffés à 100 degrés dans l'alambic, les immortelles libèrent les arômes. En fin de distillation, on récupère l'huile essentielle proprement dite et l'eau florale. Puis, on les sépare par simple gravitation. Je te laisse sentir. Comment tu trouves? C'est hyper concentré, c'est très très fort. Ah oui, c'est très puissant. Tu as vu toutes les plantes qu'on a mis, 100 kilos tout à l'heure pour récupérer juste ça. Réparatrices et odorantes, les immortelles symbolisent à elles seules tous les pouvoirs et les bienfaits qu'apporte la nature à l'état pur. Quant à nos parcs et jardins, façonnés par la main de l'homme, ils restent les écrins d'un patrimoine d'une étonnante diversité qui ne demande qu'à être découvert.